puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Qu'ils soient de passage ou installés durablement, les animaux au jardin sont d'une grande diversité et souvent source d'émerveillement. Décomposeurs, ravageurs, prédateurs ou pollinisateurs, ils occupent tous une fonction spécifique dans le grand orchestre qu'est la nature et peuvent se révéler de précieux alliés du jardinier. Mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse le soin à Julien Vergne de l'ANA de vous présenter quelques-uns des spécimens que l'on peut rencontrer dans nos jardins, ainsi que les différentes façons de les attirer, de les accueillir et de les respecter. Mais pourquoi tu veux plein d'animaux dans ton jardin? Il va manger tes légumes. Alors il y en a qui risquent de manger un petit peu mes tomates ou mes fleurs, mais il y en a plein qui vont rendre service et qui vont m'aider à lutter justement contre ce qu'on appelle les ravageurs au jardin. Donc les animaux qui vont aider le jardinier, on appelle ça des auxiliaires, c'est-à-dire que ce sont justement des aides. Parmi ces animaux, on va retrouver tout un tas d'oiseaux, d'insectes, de mammifères aussi d'ailleurs. Et donc c'est ces animaux-là qui peut être intéressant d'attirer dans son jardin. Tu voudrais inviter quel animal par exemple? Eh ben, par exemple, dans les animaux qui sont intéressants, il y a le hérisson. Le hérisson, il va manger tout un tas d'escargots, de limaces, d'autres insectes, certains scarabées. Et donc c'est un animal qui a un vrai auxiliaire pour le jardinier. Mais il mange pas tes légumes, le hérisson? Le hérisson, il mange pas de légumes parce qu'il est insectivore. Mais comment tu fais pour accueillir un hérisson? Le hérisson, il aime bien à la fois pouvoir se réfugier dans des endroits sous des branches, des tas de bois, dans les ronciers par exemple. Et en même temps, il a besoin de zones dégagées où il va aller prospecter, où il va aller chasser. Mais le hérisson, il parcourt beaucoup de kilomètres pendant la nuit. Et donc, on ne peut pas le contenir dans un jardin. Et si jamais on veut essayer de lui faire une petite maison, on peut essayer d'aménager juste un tas de bois dans un coin du jardin, ça peut suffire. Et soit on trouve sur internet des exemples de petites cabanes à hérissons qu'on peut aménager. Voilà. Il y a d'autres animaux que tu voudrais inviter dans ton jardin? Il y a plein d'autres animaux. Il peut y avoir les crapauds qui vont aussi manger plein d'insectes, notamment aussi des escargots et des limaces. Il peut y avoir d'autres animaux qui sont intéressants, comme les serpents, parce que ça va manger des rongeurs. Et en plus de ça, ils sont capables d'aller dans les galeries des rongeurs. Donc là aussi, un roncier ou un endroit qu'on va volontairement pas entretenir dans un coin du jardin, ça va servir de refuge pour ces animaux-là. Il y a d'autres animaux qui sont aussi très intéressants par rapport aux rongeurs, ça va être les belettes ou les hermines, qui sont souvent considérées comme des nuisibles, mais pour le jardinier, ce sont vraiment des animaux utiles. Et puis après, il y a tout un tas d'oiseaux. Je pense aux mésanges, aux troglodytes qu'on est en train d'entendre là. Je pense aux rouges-queues noires, par exemple, qui sont des oiseaux qui vont venir manger tout un tas d'insectes et qui vont se balader entre les rangs des tomates, des salades, etc., et qui vont aller piquer des petits insectes qu'ils vont vous trouver sur les feuilles. Le rouge-gorge aussi est très très important. D'ailleurs, il est souvent le compagnon du jardinier, le rouge-gorge. Il est souvent juste à côté du jardinier quand il retourne la terre, ou quand il s'occupe du jardin, parce que ça fait sortir tout un tas d'insectes, et donc du coup, il est assez présent. Est-ce qu'il faut installer des nichoirs pour les oiseaux? Alors oui, on peut installer des nichoirs, effectivement. Après, il faut faire attention là où on va placer les nichoirs. Il ne faut pas les placer trop près du jardin et surtout pas trop bas. Dans des endroits où les oiseaux se sentent en sécurité quand même. Sinon, ils ne seront pas occupés ou difficilement occupés. Et puis après, bien évidemment, pour tous ces animaux qui mangent des insectes, il faut surtout éviter des insecticides. Parce que sinon, ça risque de les empoisonner. Après, sinon, il n'y a rien de spécial à faire. Les oiseaux, ils vont là où il y a à manger. Et un jardin où il y a plein de choses, plein de plantes, etc., il y aura forcément plein d'insectes et donc ça va forcément attirer les oiseaux. Bah, il y a plein d'insectes qui grouillent sur tes légumes. Alors il y a plein d'insectes effectivement, là on voit pas mal de pucerons.
Alors les pucerons, ils sont en général installés par d'autres insectes, par des fourmis, parce que les pucerons, ils vont manger la sève des plantes, et les fourmis, elles vont traire les pucerons, comme un éleveur va traire ses vaches, parce que les pucerons vont faire ce qu'on appelle du miella. Donc c'est en fait de la sève digérée qui est un petit peu sucrée, et les fourmis se nourrissent de ça. Et après, du coup, le problème, c'est que quand il y a beaucoup de pucerons qui sont installés sur les plantes, ça va affaiblir les plantes, voire ça peut les tuer. Donc c'est bien pour le jardinier de ne pas avoir trop de pucerons. Qu'il y en ait un peu, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Du coup, il y a des insectes qui sont champions du monde pour manger les pucerons. La championne du monde, c'est la coccinelle, que tout le monde connaît, mais il n'y a pas que la coccinelle, il y a tout un tas d'autres insectes qui sont capables de manger les pucerons. Il y a tout un tas d'autres hyménoptères de la famille des guêpes ou des abeilles qui vont manger les pucerons. Il y a des scarabées plus ou moins gros qui vont manger les pucerons aussi. Il y a par exemple les perce-oreilles, qui sont des insectes qui ont une espèce de grosse pince au bout de la queue. Mais c'est vrai que ça perce les oreilles? Et non, ça perce pas les oreilles. C'est plus quelque chose pour se défendre contre éventuellement d'autres prédateurs. Et puis ça sert à l'accouplement aussi. Comment on peut attirer des perce-oreilles dans son jardin? On peut mettre en place ce qu'on appelle des nichoirs à perce-oreilles. Il suffit de mettre un piquet avec un peu de paille ou de foin légèrement humide dans un petit pot de terre et de retourner le pot de terre sur ce piquet-là. Et là, eh bien, les perce-oreilles vont se mettre dans le pot pendant la journée et dès qu'il va faire nuit, ils vont aller sur la plante et ils vont boulotter le plus de pucerons possible. Alors on peut faire la même chose pour les coccinelles, c'est pas les mêmes nichoirs parce que les coccinelles elles n'ont pas besoin d'endroits humides comme ça. Mais en général, les vieux murs en pierre sèche ou quand il y a un piquet par exemple avec de l'écorce dessus qui se décolle, ça va faire des petits endroits où les coccinelles vont pouvoir se réfugier quand il fait froid ou quand il pleut. Et ça peut même faire des endroits où elles vont pouvoir passer l'hiver, ce qui permet aux coccinelles de se reproduire, d'être sur place et de se reproduire assez vite au printemps et de pouvoir manger tout un tas de pucerons dès leur sortie, parce que les pucerons, ça fait partie des premiers insectes qui vont envahir les plantes dans le jardin. Ah, il y a des limaces qui sont en train de manger tes fraises. Oui, il y a des limaces sur les fraises. Et bien justement, pour éviter qu'il y ait trop de limaces dans un jardin, on a parlé tout à l'heure des hérissons ou des crapauds qui pouvaient manger les limaces ou les escargots, mais il y a d'autres animaux, il y a les merles par exemple, les merles ou les grives, qui sont des prédateurs des escargots ou des limaces. Et puis il y a d'autres insectes qui sont prédateurs des limaces ou des escargots. Il y a par exemple le carabe, qui est un gros scarabée, et chez nous on a surtout le carabe doré, mais il y a plein de variétés différentes. Et les adultes, comme les larves, sont très friands de limaces et d'escargots. On a aussi la mouche aux yeux d'or. C'est pas l'adulte qui va s'attaquer aux limaces et aux escargots, mais c'est la larve. La mouche aux yeux d'or, on l'appelle aussi, son nom scientifique, c'est le chrysope, qui vont manger les limaces et les escargots en général, et d'autres insectes aussi. Et regarde, t'as même des araignées dans ton jardin, on voit la toile. Alors celles qui font des toiles comme celle-ci, elles vont capturer les insectes qui vont se prendre dans la toile, donc ça va être plutôt des insectes volants, mais ça peut être aussi des criquets par exemple qui sautent sur la toile. Mais après il y a tout un tas d'autres araignées qui vont se promener, qui vont chasser à l'affût. On appelle ça les petites araignées sauteuses, t'en as déjà vu. Et puis il y a aussi les faucheux, tu sais les opilions qui ont des grandes pattes. Et alors c'est de la famille des arachnides, c'est un cousin des araignées, mais c'est pas vraiment une araignée. C'est lui qu'on appelle le cousin? Non, le cousin, ça c'est un cousin du moustique. Ouais, alors le faucheux, donc certains faucheux en tout cas, vont manger des tout petits insectes, et puis il y en a d'autres qui vont faire partie plutôt de ce qu'on appelle les décomposeurs du sol, mais ça on en parlera après. Allongé sur mon pucier, je me repose les pieds, je me repose l'esprit, ce moment n'a pas de prix. Un moucheron tourne en rond sur le plafond, un moucheron tourne en rond sous le néon. Autant aller prendre un pot pour procurer du repos à mes pieds, à mon cerveau. Oui, mais voilà qu'à nouveau un moucheron tourne en rond dans mon picot. Un moucheron dans le bouillon, apprends la brasse papillon.
depuis qu'on m'a donné faim, et il faut y mettre fin. Je m'invite au restaurant, je me plains au chef de rang. Un moucheron tourne en rond dans le crescent. Un moucheron, c'est pas bon, appelez-moi la direction. Oh, l'amour. J'ai plus que ce mot à la bouche depuis que cette sale petite mouche m'a piqué dans mon sommeil, m'a piqué à l'orteil. Ce moucheron, ce vol brouillon, ce tourbillon, ce cupidon qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond comme un flocon. Avec une joie canine, je m'enfuis chez la voisine et le moucheron s'envola. Et voici, et voilà, nous dansions, nous tournions sous les lampions. Nous dansions, nous tournions au son de l'accordéon. L'amour m'a donné des ailes, avec un peu trop de zèle. J'ai l'esprit qui papillonne et les oreilles qui bourdonnent. Les moucherons tournent en rond et me couronnent le citron. Je suis le roi des moucherons, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de la puce à l'oreille en compagnie de Julien Vergne qui nous parle aujourd'hui de la biodiversité animale au jardin. Dis donc, là t'as des chenilles avec des poils. Ça pique? Alors, il faut faire attention, dans les chenilles, elles ont toutes des poils, les chenilles, ils sont plus ou moins visibles, mais les chenilles qui ont beaucoup de poils peuvent être urticantes. Ce qu'il y a de rigolo, tu vois, celle-ci, c'est une pierride du chou, c'est un papillon qui va faire ses œufs sur des plantes de la famille du chou, ou des fois sur les orties aussi. Tu vois, regarde dans les orties là-bas, on aperçoit plein de chenilles, de pierrides du chou. Elles peuvent faire partie des ravageurs. Après, il y a tout un tas d'animaux qui vont manger les chenilles. Alors, les mésanges, par exemple, sont très très friandes de chenilles. Il y a certaines guêpes, ou certaines abeilles, les frelons aussi, des fois, qui peuvent manger des petites chenilles. Il y a des fourmis qui peuvent manger des chenilles, il y a la famille des scolopendres. Et dis donc, ton potager, c'est un vrai resto pour les animaux. Oui, c'est un restaurant pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et pour en revenir aux guêpes, par exemple, les guêpes, on a souvent tendance à penser que ce sont des animaux qui servent à rien. Et en fait, au printemps, les guêpes sont très très utiles parce que les adultes se nourrissent essentiellement de nectar et de pollen de fleurs, mais elles ont besoin de nourrir leurs petits. Et donc pour ça, elles vont aller chasser tout un tas de petits insectes. Et notamment, elles peuvent rendre service dans un verger. Elles vont aller prendre des petites mouches, des petits coléoptères qui vont pondre à la base des fleurs avant que les fruits ne se développent. Et c'est ce qui fait qu'on a des vers après dans les pommes ou dans les poires. Et bien, grâce aux guêpes, on a beaucoup moins de vers. Et du coup, elles rendent vraiment service pour les gens qui s'occupent des vergers. T'as vu la sauterelle avec ses grandes antennes là? La sauterelle, elle est super belle. Alors cette sauterelle, c'est pas confondre avec le criquet. Le criquet, lui, il va manger des végétaux. Par contre, la sauterelle, elle est carnassière, c'est-à-dire qu'elle va manger d'autres insectes. Elle peut manger des petits criquets, elle peut manger des petites araignées, elle peut manger... D'ailleurs, il faut faire attention, si jamais tu la prends dans les doigts, déjà, il faut faire ça délicatement, mais si jamais ça l'embête, elle peut te mordre. Il y a des vers de terre dans ta terre, elles sont énormes. Oui, et c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire que le sol est riche, et donc c'est parfait, c'est un très très bon signe de voir des vers de terre, et surtout s'ils sont gros, surtout s'ils sont nombreux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à décomposer. Les vers de terre, c'est l'un des auxiliaires les plus importants pour le jardinier, parce qu'en fait, il faut s'imaginer que toute la terre là, qui est autour de nous, c'est passé dans l'estomac de milliers de vers de terre et depuis des milliers d'années. Et sans les vers de terre, on ne pourrait pas avoir de terre et on ne pourrait pas faire pousser tout ce qu'on peut faire pousser. Ils vont manger tout un tas de petits débris de végétaux, ils vont les digérer et ça va les transformer en terre. Ta terre, c'est du caca de vers de terre en fait. Effectivement, la terre, c'est du caca de vers de terre. Mais après, si on regarde bien, ils ne sont pas les seuls. Dans le sol, il y a plein d'insectes. Il y en a plein qui sont tout petits, minuscules. Il y a ce qu'on appelle les colamboles, certains sont presque microscopiques,
et qui contribuent à décomposer les matières végétales et à les transformer pour permettre aux vers de terre de transformer ça en terre. Si jamais on retourne la terre, on va voir des petits, ce qu'on appelle des polypodes. Alors c'est pas des mille-pattes, mais c'est de la famille des scolopendres. Mais on va pouvoir aussi trouver des mille-pattes, des vrais mille-pattes, qu'on appelle les iules, qui sont aussi qui font partie des décomposeurs. On va avoir des crustacés, qui s'appellent les cloportes. C'est ces trucs gris qui se mettent en boule. En général, on les trouve sous les cailloux ou des fois sous des écorces d'arbres. Ils vont se nourrir de débris végétaux, d'algues, de choses comme ça. Ah, là, il y a un cadavre d'animaux avec plein de vers qui grouillent. Ah oui, alors ça, c'est un cadavre, une petite musaraigne. Tu vois, en fait, ce qui grouille dessus, c'est ce qu'on appelle des insectes nécrophages. C'est-à-dire qu'ils vont manger des cadavres d'autres animaux, en général. Tu vois, ça fait des petits scarabées tout noirs avec 4 taches rouges. Et alors ça, c'est l'escarbot, pas l'escargot, à 4 taches. Et ça fait partie des décomposeurs, mais pour la matière animale. À ton avis, les abeilles, c'est bon pour le jardin? Oui, alors les abeilles, les bourdons, les insectes pollinisateurs d'une façon générale, c'est des animaux qui sont très très importants dans un jardin, parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir donner des fruits. C'est quoi des pollinisateurs? C'est-à-dire qu'ils vont récupérer du pollen sur certaines fleurs et qui vont les amener sur d'autres fleurs et qui vont permettre que les plantes se reproduisent et donnent des fruits. Mais en fait, tous les insectes qui ont beaucoup de poils, on peut considérer que ce sont des pollinisateurs. Tu vois là, il y a ce bourdon, il est très très poilu et donc il va pouvoir transporter plein de pollen sur ses poils. Mais si tu regardes ce papillon là, et bien dessus, on ne voit pas beaucoup quand il est en vol, mais quand il est posé, dessus il y a plein de poils. Et lui aussi, il va polliniser tout un tas d'autres fleurs. Donc en gros, tous les insectes qui sont très chevelus, très poilus, ce sont des insectes pollinisateurs et qui sont particulièrement importants et utiles pour le jardin. Et toi aussi, tu pourrais polliniser avec tous les poils que t'as? Oui, je serais peut-être efficace, il faudrait que je me mette le nez dans toutes les fleurs. Et comment tu fais pour attirer les abeilles? Alors déjà, évidemment, il faut surtout pas mettre de pesticides ou d'insecticides, parce que ça leur fait beaucoup de mal. On peut garder des coins où il y a des orties, parce que les orties, ça attire beaucoup de papillons. On peut mettre des coins où il y a ce qu'on appelle des ombellifères, donc c'est toutes ces grandes plantes comme l'angélique ou comme la carotte sauvage, c'est parce que ça aussi, ça attire beaucoup les insectes pollinisateurs. Pour essayer de les attirer, on peut construire ce qu'on appelle, alors c'est pas des ruches, on appelle ça des hôtels à insectes. Il faut savoir qu'il y a plein de bourdons ou d'abeilles de tailles différentes, et donc quand on fait un hôtel à insectes, c'est bien d'avoir des chambres pour chacun d'entre eux, donc de toutes les tailles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Alors du coup on fabrique des hôtels à insectes qui sont voués à accueillir si possible les insectes des jardins. Et là on est en train d'en faire un assez gros qu'on espère mettre dans la ville de Foix après, qui devrait servir normalement donc à accueillir la biodiversité des jardins. C'est pour abriter quel insecte? Alors il y a plein de types d'insectes différents, ça peut être autant tout ce qui est guêpes, abeilles, osmies, que donc des forficules, donc ce qui est les perce-oreilles, ou des carabes, donc scarabées, staphylins et compagnie. Et comment tu fais pour le construire ton hôtel? Grossièrement, ça ressemble un peu à une étagère où on va mettre des éléments naturels qui vont permettre d'accueillir la faune. Dans ces éléments, ça dépend un peu de ce qu'on veut amener chez soi. Mais tout ce qui est tige creuse, donc comme les bambous, ou tige à moelle, donc comme le sureau, ça peut accueillir donc, des petites abeilles qui vont venir faire leur nid là-dedans. Il y a aussi la terre, donc mettre des blocs d'argile ou d'autres types de terre, ça peut accueillir également des abeilles maçonnes. Ensuite, tous les débris végétaux en fait peuvent accueillir des insectes, donc pommes de pin, feuilles, bâtons. On met également des bûches qu'on va percer de différents diamètres, qui vont pareil accueillir des insectes volants. Il faut un toit au-dessus de l'hôtel à insectes et un endroit abrité et ensoleillé. J'ai un toit en plexiglas à l'intérieur duquel, un toit ouvert dans le jardin, à l'intérieur duquel j'ai fait un petit hôtel à insectes qui accueille surtout des osmies, donc des tiges de bambou ouvertes à une extrémité et fermées à l'autre, et des bûches percées aussi de différents diamètres. Et chez moi, il y a l'osmie cornue et puis l'osmie rousse.
Et elles reviennent d'année en année, elles reviennent à l'endroit où elles sont nées. Donc, ça qui est intéressant aussi, c'est que la colonie grossit d'année en année. Comment tu sais que l'abeille solitaire, elle est rentrée dans sa chambre? Parce que le bout est fermé, le bout est obturé avec un bouchon de terre. Parce que ces abeilles, quand on lui met un tube, elle va d'abord nettoyer, faire le ménage, même si rien, elle va le faire. Et puis, quand tout sera propre, elle va amener du pollen, un peu de miel, miel et toujours plus de miel. Quand elle a suffisamment apporté de nourriture, elle va entrer à reculons, elle va pondre un œuf dans la matière, et elle va faire une cloison avec de la boue qu'elle va chercher elle-même, et puis elle va continuer, pollen, miel, elle pond, et elle avance comme ça à l'intérieur du tube, jusqu'à arriver au bout. Elle laisse toujours un espace de plus ou moins 2-3 cm, où il n'y a rien, et puis elle fait un gros bouchon de terre, de boue, pour fermer le tube. Tout ça, c'est pour ne pas que les prédateurs y viennent. Le fait clos, la larve va manger la pâtée, ce qu'on appelle le pain d'abeille, et puis elle va se tisser un cocon, entrer en diapause. Elle va passer le reste de l'année, on va dire environ 10 mois, comme ça, sans plus bouger. C'est la refonte complète de l'animal. Et puis elle va se nymphoser, et puis de là elle va devenir abeille adulte, et elle va trouver toutes les cloisons pour pouvoir sortir. Alors elle va recommencer le travail que sa mère a fait avant, et puis après 5 semaines de travail pratiquement, quand les ovaires sont vides, c'est fini, elle meurt. Merci beaucoup à Julien Vergne pour toutes ces explications. Merci aussi à Emmanuel Delaporta, Baptiste Berthomé et Jean Speckens pour toutes ces précisions sur les nichoirs à insectes. Merci bien sûr à Maëlle pour ses questions. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre Le Moucheron de Thomas Fersen. Je vous rappelle que les émissions de La Puce à l'oreille sont écoutables et téléchargeables depuis le site internet de l'ANA, www.ariagenature.fr. C'était une émission proposée par l'ANA et réalisée par Carole Erscovici avec Julien Vergne à la technique. Merci de votre écoute et à très bientôt.